Ah, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Christophe Ferrari. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Grenoble-Alpes Métropole depuis 2014, maire du Pont-de-Claix. Jusqu'à maintenant, vous étiez affilié à aucun parti politique, même si vous avez été longtemps membre du PS. Et puis, depuis quelques jours, vous avez annoncé rejoindre le parti Place Publique fondé par Raphaël Glucksmann. Pourquoi ce choix ? Parce que j'ai toujours été, de toute façon, dans l'implication politique locale et nationale. Les sujets locaux et nationaux m'ont toujours, évidemment, passionné, mais j'ai senti ce besoin aujourd'hui de m'impliquer à l'intérieur d'une formation politique social-démocrate, avec vraiment tourné autour des grands enjeux de la réindustrialisation de la France, des grands sujets de transition, mais d'accompagnement aux transitions. Et finalement, je trouve qu'il y a une grande fraîcheur dans Place Publique qui permet tout simplement d'imaginer un avenir et de construire un avenir. Donc, je souhaite à la fois être avec d'autres dans une formation politique, apporter ma contribution, mais surtout être dans un collectif plus large. Et Place Publique correspond tout à fait à ce que j'ai toujours été, un Européen exigeant sur le sens de l'Europe, mais aussi, je dirais, profondément attaché à la souveraineté de la France, souveraineté de son industrie, de son économie, mais aussi d'être vraiment dans cette culture du contrat social et renouvelée autour notamment des questions d'écologie. Je considère que l'écologie, c'est des choix aussi qui doivent tout simplement être gouvernés par des approches sociales aujourd'hui, si l'on veut que l'écologie soit partagée. Alors, le parti aujourd'hui est vraiment incarné par Raphaël Glucksmann. C'est lui le bon candidat pour la gauche en 2027 ? Je ne peux pas dire, en tout cas, il a montré que lui-même a apporté quelque chose de puissant dans la campagne européenne. Je crois que le score qui a été mené par la liste Place Publique Parti Socialiste a été aussi incarné. Et il a incarné finalement une vision de l'Europe. Ça faisait quand même depuis très longtemps que la famille socialiste, social-démocrate n'avait pas réussi à incarner quelque chose de fort au moment de l'élection européenne. On se rappelle quand même du sujet du traité constitutionnel européen de 2005, qui avait été quand même le moment de fracture de cette famille, de la famille socialiste, social-démocrate, etc. Donc je pense qu'il a réussi à incarner à la fois une vision globale, mais en même temps un vrai ancrage territorial dans la réalité de vie des gens. Donc je trouve qu'il a finalement lui aussi cette fraîcheur-là. Nous verrons si c'est lui le candidat. Vous savez que la gauche, elle a toujours cette capacité à trouver des candidatures. Il faudra, parce que l'avenir l'exige, qu'il y ait quand même une unité de ce point de vue-là. Bon, les autres partis sont pas mal aussi pour avoir la capacité de trouver des candidatures. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On aura effectivement le temps d'en parler puisque c'est 2027. Raphaël Glucksmann, qui s'était mêlé de la dernière partielle, la législative partielle sur l'agglomération grenobloise au mois de janvier, en ne soutenant pas le candidat de la gauche, Lies Loufoque. Alors, à l'époque, vous étiez sans attachement à un parti. Vous aviez pris position, vous, sur cette élection, entre donc d'un côté un candidat du Nouveau Front Populaire et puis de l'autre côté une macroniste ? En fait, moi, j'avais pris position avant le choix des candidatures. Moi, j'avais clairement dit qu'on ne pouvait plus avoir de parachutage et que sur cette circonscription, moi, je considérais qu'il était nécessaire d'avoir une candidate socialiste, social-démocrate, etc. C'est pour ça que j'avais poussé très largement la candidature d'Amandine Germain. Et je pense qu'il était nécessaire qu'elle y aille, parce qu'encore une fois, je considère qu'aujourd'hui, une partie de l'électorat de gauche a besoin aussi tout simplement de se retrouver sur ces approches-là, et pas forcément radicales. Moi, je ne suis pas, je dirais, totalement compatible avec la France insoumise. Il y a des sujets sur lesquels la France insoumise est particulièrement pertinente, sur d'autres, elle ne l'est pas. Et je pense que sur la question des valeurs, la question de la laïcité, la question aussi, je dirais, encore une fois, des enjeux de société et même, je dirais, de la position qu'elle peut avoir sur la question israélo-palestinienne, n'est pas fondamentalement la position que les insoumis portent. Donc, en fait, moi, je n'ai pas pris position dans cette séquence. Je l'avais fait au moment de la candidature, l'élection de juillet, parce que je considérais que la peur de l'accession du Rassemblement national au pouvoir était telle. Là, vous aviez soutenu le candidat du Nouveau Front Populaire. Du Nouveau Front Populaire. C'était aussi de la France insoumise. Exactement. Mais c'est pour ça que, encore une fois, moi, je trouvais que la France insoumise s'était trompée dans le choix de son candidat et qu'elle devait assumer, d'une certaine façon,
qu'elle ne puisse pas représenter un candidat tout simplement parachuté. Si elle n'est pas capable de trouver un candidat en local, c'est quand même un problème. Et c'est pour ça que moi, je n'avais pas souhaité qu'il y ait de parachutage. Je considère que sur une partielle, il est absolument nécessaire de l'incarner par une approche locale. C'est pour ça que j'ai considéré que la mieux capée dans cette séquence, c'était Amandine Germain. Et j'avais fait ce travail pour elle, auprès de l'ensemble des instances, pour tout simplement poser cette candidature. Alors on va poursuivre avec un sujet qui occupe l'actualité locale depuis 8 mois, le feuilleton Vancorex, une usine chimique située sur votre commune du Pont-de-Claix, une entreprise qui était en redressement judiciaire depuis septembre. Son avenir a été incertain pendant de longs mois. Le tribunal de commerce a finalement tranché le 10 avril dernier en validant l'offre de reprise d'un groupe chinois. Une décision qui a surpris de nombreux élus qui soutenaient un autre projet de reprise sous forme de coopérative autour d'un entrepreneur local et d'une partie des salariés. Alors vous n'avez pas caché votre colère au moment où la décision a été rendue. Est-ce que la colère est retombée quelques jours après ? Non, la colère n'est pas retombée parce que je pense que c'est un immense gâchis. Alors elle ne s'exprime pas de façon aussi visible que j'ai pu le faire le 10. Mais je trouve que sur ce dossier qui dure depuis 8 mois, peut-être même plus, compte tenu de la situation historique de Vancorex, je considère que ça a été un terrible gâchis, c'est une profonde injustice. Cette décision, je considère que c'est une profonde injustice, parce qu'il y avait un projet de reprise qui était, il nous manquait quelques jours, quelques semaines, dans les mains des salariés, des entreprises locales, de la CGT, qui s'est beaucoup impliquée, que je salue d'ailleurs dans son combat, qui a été exemplaire dans ce combat-là, et les collectivités. Il y avait un projet, nous avons trouvé même un industriel indien, un chimiste, qui n'avait pas été repéré par l'État, pour tout vous dire, dans sa recherche visiblement exemplaire de potentiels repreneurs pour Vancorex. Nous l'avions trouvé, il était prêt à y aller, il était prêt à s'engager, les banques locales étaient prêtes à s'engager, nos acteurs locaux, on peut les citer, c'était Crédit Agricole et Caisse d'Épargne, des gens qu'on connaît, et qui étaient prêts à s'engager parce que le business plan avait été solidifié par les porteurs du projet de société coopérative. Séverine Dejoux, Denis Carré et Olivier Six, entrepreneur local qu'on connaît bien, ils avaient réussi à poser les éléments financiers qui étaient de 120 millions. Et globalement, alors qu'on nous avait expliqué quelques semaines avant que finalement, il n'y avait pas de business plan possible, que c'était même trop cher, on parlait 300 millions, même plus. En fait, on voit bien que ce dossier a été très mal géré au plus haut sommet de l'État. Au plus haut sommet de l'État. Pour moi, c'est vraiment un gâchis. Et je pense qu'il faut vraiment en tirer les leçons de ça. Il ne faut pas que ça en soit une énième crise. On a eu Alstom, on en a eu tellement des entreprises comme ça. On a l'impression que de façon presque mécanique, on est toujours dans la même mécanique d'échec. Et moi, je considère que la souveraineté industrielle, c'est la clé de tout. Le patriotisme industriel, pour moi, il est ancré profondément en moi. Et on ne peut pas laisser s'échapper. Vous voyez ArcelorMittal aujourd'hui, on est dans ça. On nous reparle de délocalisation ailleurs. On revient à 2008, les moments de la délocalisation. Qu'avons-nous compris dans ce pays? Quelle a été la réponse des pouvoirs publics, du gouvernement? Il n'y en a pas eu vraiment de réponse là-dessus. Ceux qui ont pris les décisions, c'est les juges du tribunal de commerce, c'est les chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise, parfois à la retraite, qui continuent à avoir des fonctions dans ce type de structure. Pourquoi ils n'ont pas été sensibles à vos arguments quand on les écoute là sur ce plateau? Je ne suis pas juge, mais je me dis, bah oui, donnons une chance à ce projet. Pourquoi ils n'ont pas fait ce choix? D'abord, parce qu'il y a eu un report, plusieurs reports de la date du tribunal de commerce, qui est directement lié à la capacité de Vancorex à payer les salaires, à la trésorerie qu'il peut avoir. On voyait bien que cette trésorerie était en train d'être totalement mangée. Donc on était dans une course contre la montre. Mais je vous le dis, la réalité de l'équilibre financier du projet de reprise n'a été connue que quasiment, je dirais, au 10 mars. Parce que nous n'avions pas eu les données. Il a fallu que je me fâche dans une visioconférence avec le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre pour qu'on ait accès aux données. C'est-à-dire qu'on ne nous les avait pas données, ces données. On ne les avait pas de façon stabilisée. On les a eues qu'à ce moment-là. Donc il nous a manqué 15 jours. C'est 15 jours. Il fallait tenir 15 jours. Et nous avions tout pour que ça soit possible. C'est vraiment
dommage, il y a une espèce d'incompréhension générale. Donc moi, je ne remets pas en cause la décision du tribunal qui a été le 3, l'audience a eu le 3. Le 3, on avait eu, moi, je vous le dis, la justice m'a dit, on ne peut pas considérer que les positions du ministre exprimées à France Info un matin du financement de 1 pour 1, ça a valeur d'engagement de l'État. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça ? Il aurait fallu que l'État fasse son courrier bien comme il faut, bien signé. Il fallait que la région également fasse son courrier bien signé, pas simplement des engagements oraux. Donc moi, c'est ce que les juges ont demandé. Mais encore une fois, je respecte la décision. Effectivement, je considère qu'il pouvait y avoir une autre option, un autre avenir, et c'est bien dommage aujourd'hui. À votre place, lors de la précédente émission, je recevais Alexis Joly, député RN de l'Isère. Il y a une tradition dans cette émission, c'est de demander à l'invité de poser une question au suivant. Et je la présente maintenant parce qu'il avait évidemment choisi de vous interroger sur le dossier Vencorex. Bonjour Monsieur le Président, cher Christophe. Vencorex sera donc vendu à une usine, enfin une entreprise chinoise, mettant en concurrence donc nos entreprises et étant donc symptomatique de l'absence aujourd'hui de souveraineté économique et de patriotisme économique. Pourtant, on a vu depuis de nombreuses années la gauche, notamment attaquée par de nombreuses normes, par de nombreuses attaques vis-à-vis de l'énergie en France, mettant en concurrence, encore une fois, nos industries françaises. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un petit peu responsable, vous et vos amis en France et au Parlement européen, sur une situation qui aurait pu être évitée si nous avions appliqué depuis quelques années le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent? Qu'est-ce que vous répondez, Alexis Joly? Moi, je pense être un défenseur farouche du patriotisme économique. Moi, ce que je vois, c'est que le Rassemblement national a brillé par son absence dans ce dossier Vencorex. Il n'a jamais été présent. Il n'a jamais fait l'objet de quelconque intervention, je dirais, dans cette séquence-là, qui a duré 8 mois. Donc les patriotes ne sont pas ceux que l'on croit. Et puis, mettre en cause les normes environnementales. La décarbonation est un enjeu absolument nécessaire. En fait, le sujet, ce n'est pas ce que Vencorex n'a pas fait son travail préalable de décarbonation, en fait. Pourquoi il n'a pas investi pendant des années préalablement pour avoir un outil qui soit beaucoup plus compétitif, beaucoup plus aux normes sur ces sujets de décarbonation? Donc là-dessus, je le dis, c'est à Vencorex cette responsabilité d'avoir laissé finalement accompagner, je dirais, vers cette situation compliquée. Et moi, j'aimerais entendre M. Joly évoquer la question de la dépollution demain, estimée à 1 milliard. Là aussi, je n'ai pas entendu le Rassemblement national évoquer ces sujets. Donc, moi, vous savez, j'ai toujours été un grand défenseur auprès d'Arnaud Montebourg. Il est venu. J'ai toujours eu cette fibre profonde. Et d'ailleurs, dans ce sujet-là, c'est bien tout le territoire qui était engagé. Donc, ce n'était pas un sujet de Christophe Ferrari, élu de gauche. C'est que tout le territoire était engagé pour sauver Vencorex. C'est un dossier national, un enjeu profondément symbolique. Donc, pour moi, il témoigne de ce qu'est un grand enjeu industriel français. Moi, j'ai posé la question au ministre de l'Industrie. Quelle est votre vision en matière d'industrie française demain, industrie chimique française? Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Il n'y a pas de vision de la part du gouvernement aujourd'hui en matière industrielle. Il n'y a eu aucun travail collectif. Je dis bien collectif. Ça a toujours été du descendant. Le ministre nous disait que, on ne sait même pas avec qui il a contacté, quels industriels pour reprendre. Vous voyez, l'Indien qui était prêt à reprendre, il n'avait jamais été contacté par le gouvernement français. Alors peut-être qu'ils ne peuvent pas, peut-être que ce n'était pas possible. Mais pourquoi n'avons-nous pas travaillé ensemble avec l'État, avec le gouvernement, pour trouver une solution de reprise? Elle existait. Donc je dis, moi, je n'ai pas envie de polémique là-dessus. Moi, j'ai toujours fait mon boulot en matière industrielle. Guy Julien, vice-président de la métropole, depuis le dernier mandat, nous n'avons jamais autant réindustrialisé cette métropole. Les chiffres l'ont montré, les créations d'emplois industriels, les implantations d'activités économiques industrielles. Donc nous, l'industrie, elle est chevillée au corps aujourd'hui dans cette métropole. L'argument de Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, ou d'Éric Lombard, le ministre du Budget, qui l'a rappelé il y a quelques jours lors d'une interview radio, c'est qu'il n'y avait pas de modèle économique viable pour Vencorex. Comment on peut avoir une analyse aussi opposée sur un même dossier quand on a a priori les mêmes éléments à comparer? Non, parce qu'ils n'avaient pas les bons éléments.
Parce que la réalité de ceux qui ont porté le projet de reprise, Olivier Six, chef d'entreprise, avec l'accord des banques, les banques ne sont pas philanthropes. Elles s'engagent que s'il y a un business plan qui fonctionne. Elles l'ont dit. Donc ça veut dire qu'en fait, et l'État n'avait jamais... je suis sûr que l'État n'a pas fait d'expertise sur le business plan. Et nous verrons la commission d'enquête qui est lancée par Aurélie Trouvé. On y verra très clair sur ces sujets. Y a-t-il eu des expertises faites sur le business plan de Vancorex? Sur quoi se sont basés Éric Lombard et Marc Ferracci pour estimer qu'il n'y avait pas de business plan? Il y avait un business plan, il y avait un équilibre possible, il y avait un enjeu qui coûtait 120 millions d'euros, 60 de privés, 60 de publics. L'affaire était très simple et elle pouvait aboutir. Donc c'est là où je trouve que pas de travail avec les territoires, pas de contre-expertise nationale sur le sujet industriel, c'est-à-dire qu'on a considéré, je pense très tôt, que finalement, sur la base de ce qui était dit par M. Béal, le président-directeur général de Vancorex, que finalement, il n'y avait pas d'équilibre. Mais l'ont-ils contre-expertisé? Nous ont-ils entendus? Ont-ils écouté les porteurs de projets locaux? Tout ceci est un grand gâchis. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir un État qui soit à tel point dans l'absence d'écoute de ces territoires. Je suis atterré depuis cette séquence. Je discute avec des métropoles, avec des maires de grandes villes, avec des acteurs. Je peux vous assurer que c'est à peu près partout pareil en France. Selon Alexandre Fiat, qui est délégué syndical d'Arkema, qui est une des autres entreprises de la plateforme chimique située entre Pont-de-Claix et Jarry, son entreprise, Arkema, serait aussi en partie responsable de la chute de Vancorex en ne voulant pas s'engager à acheter le sel produit par cette entreprise. Vous avez entendu cet argument? Oui, bien sûr. Moi, je considère qu'Arkema a utilisé les difficultés de Vancorex à ses propres fins, tout simplement pour pouvoir estimer qu'elle était prête à en supprimer 150 postes. Pas très compliqué. Et elle a mis comme premier principe le fait qu'il n'y avait pas de sel disponible. Lorsque les porteurs de la SIC sont allés voir Arkema pour leur demander si le projet de SIC perdure, qu'on peut vous produire du sel, est-ce que vous allez l'acheter? La réponse a été non. Ça veut donc dire que même si on leur apportait du sel fabriqué à Vancorex, qui est le seul qui est viable, qui est 100% français, Arkema a dit non. Ça veut dire qu'on s'est quand même beaucoup foutu de nous. Donc je pense qu'Arkema s'est vraiment foutu de nous et se fout de nous encore aujourd'hui, je pense, dans cette séquence. Elle a utilisé tout simplement une difficulté d'une des entreprises pour pouvoir améliorer ses indicateurs financiers. Alors, le combat a duré 8 mois. Il y a eu beaucoup de jours de lutte, à piquer de grève pendant des semaines devant notamment l'entreprise Vancorex. Est-ce qu'il y a encore un espoir aujourd'hui où il faut être réaliste? C'est fini, le tribunal a rendu sa décision et les dés sont jetés, en tout cas pour ce qui concerne Vancorex. Je ne sais pas. Vancorex n'est toujours pas liquidé à ce stade. Il va y avoir une décision du tribunal de liquidation. Il y a un certain nombre d'actifs. Moi, je découvre que dans le jugement, le Chinois qui reprend une toute petite activité aurait mis la main sur l'ensemble des brevets de toute la plateforme, quasiment. Le savoir-faire, la compétence. Pour quelle raison? Donc moi, je m'interroge sur ceci, qui veut dire que, finalement, alors que les Chinois, Borzotkem, occupent qu'une petite partie, finalement, elle aurait la main sur qui pourrait rentrer demain dans ce site. Est-ce que ça, c'est normal? Donc, moi, je dis que rien n'est jamais perdu. Le vrai combat avait été le 3 avril et le 10 avril. On est bien d'accord. Aujourd'hui, il y a des éléments de liquidation. La question va être de savoir si on accepte que tout soit dilapidé aux quatre coins du monde, pesé au poids du kilo de métal et vendu au prix du métal. Parce que c'est ça qu'on va faire, en fait. C'est ça que le liquidateur va faire. Et puis, qui va être responsable de la pollution demain? Qui va être responsable du démantèlement? Je rappelle que Vancorex ne démantèle rien. Il n'y a pas 1 euro pour le démantèlement. 0 euro. Qui va payer tout ça? Donc autant de questions que moi j'ai posées au ministre, autant de questions que nous avons posées sur lesquelles nous n'avons aucune réponse. Donc y a-t-il un espoir? Nous verrons. Je sais qu'il y a du travail qui se mène encore, mais sur quel espace, je n'en sais rien. Voilà, moi je le dis, le grand gâchis est là, devant nous. C'est absolument terrible pour un territoire de ne pas être entendu comme cela. Il y a 400 à peu près emplois qui vont être directement supprimés. Vous avez estimé la perte à 6 000, en précisant que c'était même sous-estimé. Il sort d'où ce chiffre? Ce chiffre, c'est des évaluations extrêmement simples. Parce qu'une plateforme chimique, depuis 120 ans,
Elle a construit un écosystème de TPE et de PME qui travaillent à façon pour elle. Fabriquer des pièces, une compétence en matière de tout simplement d'expertise sur de la tuyauterie, de la chaudronnerie, des pièces métalliques, je dirais des mises en sécurité, j'en passe et des meilleurs, etc. Donc tout ceci, c'est un écosystème qui est local, mais pas que local. Moi, je discutais il n'y a pas si longtemps que ça dans un des bistrots de Pont-de-Claix avec des salariés qui venaient de Saint-Étienne. Exclusivement, leur entreprise travaillait pour Vancorex. Donc ça veut dire qu'ils savaient très bien qu'après, eux, c'était fini, en fait. Parce que c'est pas, on ne va pas retrouver ça ailleurs. Donc ce 6 000, il a été évalué par les équipes à la fois de la métropole, de l'agence régionale économique, et on en arrive à peu près à ça. Et je pense que c'est sous-estimé, très clairement. Non, ça va avoir forcément un impact très important pour la métropole si on perd plus de 6 000 emplois en quelques mois. Jamais je pense que nous n'avons connu une telle perte d'emploi aussi forte dans le territoire. Même 2008, ce n'était pas ça. Donc voilà le sujet. Et là, l'intérêt public, il est quand même là. L'intérêt public est là. C'est 120 hectares. Que vont-ils devenir? Donc moi, je pose la question logique, qui est de mon rôle. Quel est l'intérêt public dans tout ça? Et comment peut-on accepter que des brevets restent dans les mains d'un opérateur qui ne contrôle qu'une toute petite partie? Comment peut-on, dans ce pays, considérer que l'on puisse donner notre savoir-faire, nos brevets, à un opérateur, je dirais, étranger, alors qu'il ne va même pas opérer les ateliers sur lesquels il récupère les brevets? Tout ceci est quand même kafkaïen, non? Donc je dis simplement qu'il faut continuer, là aussi, à y voir clair sur ces sujets des brevets. Moi, ça me préoccupe, cette question des brevets. C'est ça le patriotisme économique, c'est cette question des brevets, de notre souveraineté sur ces sujets, de notre savoir-faire, des hommes et des femmes qui travaillaient là. Donc voilà, nous verrons et nous continuons, évidemment. Tout n'est jamais terminé. Mais évidemment, ça ne pouvait pas être une reprise complète, globale, telle que nous avions pu la poser à l'occasion de la reprise par société coopérative. Alors, vous avez évoqué la dépollution du site. Plusieurs associations et syndicats ont tenu une conférence de presse le 16 avril pour alerter sur les risques de pollution du site. Ils ont recueilli beaucoup de documents et selon eux, 76 000 tonnes de déchets organiques, dont 30 000 tonnes de dioxine, seraient enfouies sur le site de Vancorex. Est-ce que vous confirmez cette information? La préfecture a dit ne pas vraiment être au courant. D'abord, il y a un répertoire national des sites et sols pollués. C'est une base de données publique. Donc, les services de la préfecture y ont accès aussi, comme tout citoyen d'ailleurs. Tout le monde sait que la plateforme chimique, le son-sol est pollué. Si je l'ai dit depuis le début, j'ai alerté. Vous avez d'ailleurs, c'est pour ça que la nappe souterraine qui est sous Grenoble est contaminée. C'est parce que ça provient de stockage dont on avait d'ailleurs des travaux actuellement en cours pour faire, je dirais, une espèce de sarcophage pour empêcher le passage de ces polluants vers la nappe. Donc la question, c'est qui va s'occuper de ça maintenant? Il appartient à qui le site aujourd'hui? Il y a des propriétaires. C'est Rhodia pour partie, c'est sans doute Chloralp pour d'autres, c'est Solvay pour différents, c'est Vancorex pour certaines parties. Vancorex n'a pas mis 1 euro pour la pollution. Donc la question, c'est qui va le faire, à quelle échéance et je dirais, dans combien de temps? Le ministre Ferracci me disait, mais on va industrialiser là tout de suite. Mais en fait, c'est pas un magasin de fraises Tagada que vous avez sur place. C'est là que je trouve une totale déconnexion avec une réalité. Donc, moi, ce problème de la pollution, je l'avais posé au gouvernement. Je leur avais dit, comparez la nationalisation que vous estimiez à 300 millions, qui finalement n'était qu'à 120. C'est ça le vrai sujet, à la base. Et globalement, 1 milliard de dépollution. Moi, je ne suis pas spécialiste des grandes formules mathématiques. Je sais comparer 120 à 1 milliard. Je sais que qui payera dans un cas, l'État 60 millions dans le premier cas. Le meilleur plan pour l'État, c'était la reprise globale par la société coopérative. C'était ce qui était le moins cher pour lui. Demain, ça sera le contribuable français. Je rappelle qu'il y a des textes qui disent que c'est l'ADEME. Si on n'a pas d'industriels responsables pour dépolluer, ça sera l'ADEME qui devra le faire, etc. L'ADEME, c'est qui? C'est nous. Donc on va mettre cet argent-là alors qu'on aurait pu trouver une solution bien meilleure.
Il paraît qu'au Pont-de-Claix, on n'a déjà pas le droit de manger les légumes de son potager à cause de la contamination des sols. C'est ce qu'ont dit ces associations environnementales la semaine dernière. C'est vrai Je l'ai vu dans la presse, c'est faux. En fait, c'est faux. Vous avez dans certains endroits de Pont-de-Claix des remblais qui sont dans les sols qui proviennent tout simplement de l'histoire. On ne sait d'ailleurs pas qui les a posés. Ce que l'on nous dit quand même plus précisément, c'est qu'il faut laver ses légumes, ce que à peu près tout le monde fait. J'ai pas de souci. Tout simplement, dans des endroits qui sont très contaminés, d'avoir plutôt des jardins qui soient surélevés, tout simplement. Mais ça, c'est l'argument généraliste qui consiste à dire qu'à Pont-de-Claix, on ne peut pas manger ses légumes. Ce n'est pas vrai. Bon, voilà. On rassurait les habitants de Pont-de-Claix qui avaient pu voir passer cette information. Bon, l'avenir de Vancorex, ça va encore occuper la métropole pendant des années, forcément, un dossier comme ça. Vous êtes originaire de la Matésine, qui a connu aussi une révolution industrielle avec la fermeture des mines, qui ne s'est pas faite non plus du jour au lendemain pour retrouver un équilibre. Je vais vous donner quand même des raisons d'espérer. Il y a des sites industriels qui retrouvent une seconde vie, qui se passe plutôt bien. On a un bel exemple cette année dans l'agglomération avec le site de Nerpic à Saint-Martin-d'Air, qui a mis du temps, mais qui a ouvert et qui accueille depuis l'automne un grand centre commercial. Un projet soutenu par la métro, même s'il a fait grincer les dents dans votre majorité. Alors, le promoteur avait un accord avec la métropole datant du début des négociations 2018 qui stipulait qu'il ne devait pas solliciter ni donner suite aux demandes des enseignes présentes dans le centre-ville de Grenoble pour venir à Nerpic. Est-ce qu'il a tenu parole, ce promoteur ? Nous y veillons et nous travaillons dans le cadre de ce groupe dans lequel il y aurait pu y avoir la ville de Grenoble. Je rappelle qu'elle avait un siège au départ qui était prévu pour elle et qu'elle a refusé d'occuper pour défendre aussi les intérêts du commerce grenoblois et des exigences qu'elle aurait pu poser à ce moment-là. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit à Alain Confesson, l'adjoint en charge du commerce, sur ce sujet. Nous y veillons. Nous faisons en sorte que là, encore une fois, il n'y ait pas de concurrence exacerbée. Après, nous avons mis aucun euro dans Nerpic, je rappelle. Comme nous avions mis aucun euro dans Grand Place, nous avons été sur les espaces publics en proximité, ce qui est différent. Nous étions sur nos compétences. Nous avons travaillé sur la question du cinéma en faisant évoluer l'offre suite à une étude qu'avait conduite la métropole en termes de bonne répartition entre les cinémas de centre-ville, le cinéma et il y avait de la place. Clairement, l'étude disait qu'il pouvait y avoir de la place pour d'autres cinémas à Saint-Martin-d'Air et à Fontaine. Donc c'était bien ça. Et nous avons pu obtenir d'ailleurs un accord de la Commission nationale sur ces sujets, tout simplement pour avoir ce cinéma. Donc on a travaillé là-dessus. Le projet Nerpic, il a évolué. Il était à la main de la ville de Saint-Martin-d'Air. Il a évolué entre le premier projet et le dernier projet. Il a particulièrement évolué. Donc voilà, moi je trouve que parfois, la mise en concurrence, c'est un argument un peu facile. Encore une fois, moi, je discute aussi avec beaucoup d'acteurs de l'immobilier économique qui me disent qu'il y a aussi des belles aventures qui s'opèrent sur le centre-ville de Grenoble. Il y a des beaux projets de reprise d'un certain nombre d'espaces commerciaux, etc. Et puis, en fait, dans la vie d'un certain nombre de marques, vous prenez par exemple Zara, qui a quitté le centre-ville pour aller à Nerpic. Aujourd'hui, c'est la dynamique qu'ils ont partout en France. Ne plus être dans les centres-villes, mais d'être plutôt dans les malls. Et ils avaient besoin de beaucoup plus d'espace et de surface de vente qu'ils ont pu trouver là. Donc en fait, la question, c'est comment nous travaillons dans le même temps à permettre l'implantation, de commerce dans le centre de Grenoble. Et nous y veillons avec les équipes du commerce, avec Barbara Schumann, la conseillère déléguée en charge, tout simplement pour avancer sur ces sujets. Alors, l'implantation de Nerpic a été un des sujets de tension avec les écologistes ces dernières années, mais c'est loin d'être le seul. Malgré une majorité confortable en nombre de sièges, la gouvernance de cette métropole depuis 2020 a été chaotique. Est-ce que cette guerre interne, on peut le dire, entre les partisans d'Éric Piolle et puis les vôtres, Christophe Ferrari, a un impact selon vous sur le développement des projets de l'agglomération ? Posons-nous la question. Y a-t-il des projets qui n'ont pas été à leur terme ? Moi j'ai déjà la réponse. Allez-y, dites-moi. Le cap de Saint-Martin-de-Vinoux, qui est le projet emblématique. Exactement, d'un revirement de position. Et celui-là est pas neutre, parce que c'est un projet structurant, en termes même d'image pour, mais bien sûr, pour la métropole. Pour moi, ce revirement, il était incompréhensible, en fait.
Il était incompréhensible. Il était dans le catalogue Capitale Verte, présenté comme un projet majeur. Bon, je n'ai pas compris ce revirement, si ce n'est que de l'attribuer à une volonté, effectivement, de guerroyer. Mais globalement, ce projet, il était porté par Yann Mongaburu, très largement. Il était porté par le maire de Grenoble, présenté comme un élément constitutif du dossier Capitale Verte. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, c'est la conséquence, mais c'est pas la métropole qui l'a fait échouer, ce projet. Non, mais vous l'avez bien compris. La responsabilité de la métropole, de ce point de vue-là, c'est de toujours avoir porté, d'avoir été constant. Dans les projets de longue durée, la métropole et le président que j'ai été a toujours été constant dans la réalisation des projets. Donc, ce qui nous permet, et moi j'aurais bien aimé, et d'ailleurs l'affaire n'est pas terminée sur le câble, nous allons faire en sorte qu'un nouveau projet puisse tout simplement être porté en capitalisant quand même les études que nous avons faites, les 6 à 7 millions d'euros qui ont été injectés dans ce projet. Donc, bien évidemment, mais ce projet avait tout son intérêt. Il avait tout son intérêt. Pourquoi, dans ce cas-là, les écologistes l'ont abordé, et ça, je pense que ça fait de doute pour pas grand monde parmi les observateurs. Ah c'est bien de l'entendre, en tout cas. De la vie politique. Moi, je pense qu'ils ne s'en cachaient pas, d'ailleurs, ces dernières années, d'être farouchement opposés à ce projet qu'ils avaient effectivement lancé. Mais la commission d'enquête publique a aussi rendu un avis très défavorable. C'est elle qui fait basculer le projet. Elle aurait pu avoir peut-être une position plus nuancée, si on vous écoute, vous qui croyez encore à l'intérêt de ce câble. La commission d'enquête, son jugement n'est pas attaquable, son jugement est de marbre, c'est les règles des processus français. Moi, ce que je considère, c'est qu'on aurait dû avoir ça tout au début. Et ça, c'est pour moi un vrai problème de procédure générale dans ce pays. C'est que les enquêtes publiques, on doit les avoir avant, afin d'éviter qu'on mette 5 à 6 millions, 7 millions d'euros d'argent public dans un projet. Enfin, encore une fois, vous pensez que Poma, lui, ne croyait pas à ce projet ? Vous pensez qu'Yann Mongaburu, version 1, ne croyait pas au projet. Version 2, certes, il n'y croyait plus. Mais enfin, encore une fois, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Pour des projets de long terme, il faut avoir de la constance. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas dans la constance, surtout avec aujourd'hui le cadre administratif qui existe dans notre pays, vous ne faites rien. Donc à un moment donné, il faut avoir de la constance. Moi, j'ai essayé d'avoir cette constance sur l'ensemble des projets, sur l'ensemble des projets que la métropole porte aujourd'hui. Sur le cadre, vous me dites que le projet n'est pas enterré. Ça veut dire quoi? Que dans combien de temps on pourrait repartir peut-être sur une autre version de ce projet? D'où je pense que c'est un projet qui peut très bien être reposé à l'occasion du prochain mandat et qui sera naturellement reposé à l'occasion du prochain mandat. Voilà, encore une fois, il transcendait les équilibres politiques. Enfin, je veux dire, Fontaine était favorable. Quand on discutait avec les élus régionaux, ils nous disaient, mais bien sûr qu'il est vachement bien ce projet. Mais là aussi, il faut sortir des postures politiques à un moment donné, des postures politiciennes. Vous ne faites pas avancer un territoire si vous êtes que dans des postures politiciennes. Donc moi, j'ai essayé, durant tout ce mandat et le précédent, d'être toujours au-delà de ces questions de posture, parce que sinon, vous ne faites pas avancer un territoire. Bon, en tout cas, la thématique des déplacements n'a pas été le sujet où vous avez été le plus en phase avec votre majorité écologiste. Il y a eu des attaques incessantes. La dernière, ou une des dernières, c'était sur la gratuité que Éric Piolle veut absolument mettre en place et sur laquelle vous êtes plus réticent. Il y a la ZFE aussi, dont on parle beaucoup en ce moment, qui est mal en point. Est-ce qu'elle va être maintenue, cette ZFE, ou c'est, comme pour le CAP, quelque chose qu'on peut considérer au moins en stand-by pendant quelques années? Écoutez, là, ce n'est pas dans mes mains. Le sujet est dans les mains du Parlement aujourd'hui. D'ailleurs, je rappelle, la ZFE, c'est la loi climat et résilience. C'est une loi par la précédente mandature d'Emmanuel Macron. Loi climat et résilience, dont cette loi a été votée par la droite et la majorité présidentielle. La gauche n'a pas voté la loi climat et résilience. Je voudrais juste rappeler ce principe. Donc, qui a posé à la fois la ZFE et le ZAN dans ce pays, qui s'impose au territoire? Ce n'est pas mon camp politique. Maintenant, moi je suis républicain, la loi s'applique, je la fais appliquer. J'ai toujours considéré que le système des vignettes critères était un sujet qui n'était pas si simple que ça. Donc moi j'ai demandé des assouplissements, j'ai demandé qu'on recatégorise les véhicules à l'intérieur, qu'on ait du bon sens, un peu de pragmatisme. On a toujours eu un refus de tout ça. Donc on a fait un modèle unique, qui a fait pour tout le monde, et qui nécessitait sans doute des évolutions. Donc nous, on a été des bons soldats. On a travaillé.
à travailler surtout à des modèles d'accompagnement. Parce que vous avez un certain nombre de véhicules qui doivent disparaître, parce qu'ils sont trop polluants, etc. Ils émettent trop de pollution. Donc on a mis en place des aides qui sont parmi les plus fortes de France aujourd'hui. On a mis en place un service public de l'accompagnement, des femmes et des hommes qui vous répondent, qui ont des rendez-vous avec vous, qui disent c'est quoi votre vie quotidienne, etc., etc. Donc maintenant, si cette ZFE, elle doit évoluer, c'est à eux d'assumer. Pendant toute cette séquence, j'ai quand même pas eu beaucoup le gouvernement qui a dit quoi que ce soit et les élus nationaux qui ont assumé leur portage de la ZFE. On nous a laissé porter le sujet. Moi, des fois, on me rencontre dans la rue, on me dit « Mais votre ZFE, c'est pas ma ZFE. C'est pas moi qui l'a créée. Elle a été créée à un autre niveau. Moi, je la mets en place parce que, encore une fois, c'est la loi. Et moi, j'applique la loi. Il est logique que je l'applique. Sinon, tout le monde me critiquerait sur le fait que j'applique pas la loi. Et dans ces cas-là, je n'aurais pas de discernement, ce que j'applique, ce que j'appliquerai pas, en fonction de ce qui m'intéresse. Donc maintenant, c'est au Parlement de décider. Soit il conserve les ZFE, soit il les supprime. Et puis terminé. Et là, vous savez, on en est à plusieurs millions aussi d'argent qui ont été engagés par la métropole sur ce sujet. Il n'est pas impossible que je fasse un petit courrier à l'État pour demander le remboursement de tout cela. Parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil, c'est du temps d'agent, c'est des recrutements, c'est des aides, etc., etc. Vous pensez qu'ils seront attentifs à cette demande ? Ils ne sont pas trop dans une démarche actuellement de flux descendant d'argent. Ils sont plutôt dans une fonction d'aspiration. Bon, en tout cas, cette ZFE avait vocation à réduire l'usage de la voiture en ville, avait ou a toujours. Réduire les places de stationnement, ça peut aussi être une stratégie pour contraindre les usagers de la voiture à chercher d'autres modes de déplacement. Il y a le grand parking de l'Esplanade qui aujourd'hui est occupé par les forains, mais qui habituellement permet à 600 voitures à peu près de stationner. La ville a un projet d'aménagement. Les travaux vont commencer dès la foire des hameaux en transformant ce parking en grand parc urbain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet ? Est-ce que la métropole est concernée ? Parce que sur l'aménagement urbain, on a toujours un peu de mal à savoir qui porte les projets entre la ville et la métro. C'est un projet Ville de Grenoble. Et le projet est porté par la commune et la métropole n'a pas à juger de son opportunité. Donc c'est un projet ville. Et d'ailleurs, je laisse à la majorité grenobloise qui semble revendiquer une forme de totem d'immunité pour ses propres projets communaux, tout en se permettant d'avoir un avis sur les projets communaux des autres communes, NERPIC en particulier. Pour ce qui me concerne et ce qui concerne la métropole, dans le cadre de l'enquête publique, moi, j'ai envoyé des éléments tout simplement aux commissaires enquêteurs. Et je n'ai pas d'avis favorable ou défavorable à donner. J'ai simplement un certain nombre d'éléments à donner à la commission d'enquête pour lui faire part de plusieurs points positifs et négatifs du projet. Donc j'ai fait mon travail, je dirais, dans cette logique où je ne suis pas porteur du projet, mais considérons les enjeux de la métropole. Il y a des éléments qui sont positifs, il y a d'autres éléments qu'il nous faut entendre. Il est clair qu'un travail partenarial plus approfondi entre la ville et la métropole aurait été souhaitable sur certains points clés. Déclassement ou déplacement de la RN 481, ça c'est des sujets sur lesquels, logiquement, il y aurait eu un intérêt à se parler. La question du nouveau carrefour à la Casamor. Vous avez la réorganisation du carrefour de la Bastille. Autant de sujets qui, forcément, auraient été nécessités. Le plan de circulation a été fait uniquement par la ville de Grenoble. Il n'a pas été fait avec la métropole. Je rappelle que le pouvoir de police relevant du maire de Grenoble, c'est lui. Mais c'est un sujet sur lequel on aurait dû, logiquement, de façon partenariale, être associé. On ne l'a pas été. Donc moi, j'ai écrit pour dire ce que je pensais tout simplement de tout cela. Il y a eu une étude d'impact, on n'a pas été associé à cette étude d'impact. Donc encore une fois, je le dis, sans avis positif, sans avis négatif, favorable ou défavorable. Je dis simplement que sur ces sujets-là, encore une fois, qui est porté par la ville de Grenoble, il y avait nécessité sans doute un travail préalable. Le plan guide, il a été fait par la ville, seul, pas avec la métropole. J'en prends acte, hein, mais c'est ça la réalité. Sur les financements, moi j'ai dit ce qu'il y avait dans le PPI. Pas plus, pas moins. Et tout simplement, seul le réaménagement du boulevard de l'Esplanade est inscrit à la PPI. Voilà. Donc je l'ai dit au commissaire enquêteur, la commission d'enquête, je ne peux pas inventer des financements qui n'ont pas été programmés. Je le dis simplement, mais de façon simple. Moi, on reste disponible, hein, et la métropole reste disponible. On voit bien que c'est un enjeu qui est
porté par la commune, mais je comprends le maire de la Tronche lorsqu'il écrit lui-même des choses. Et pourtant, il est membre de la majorité métropolitaine. Je comprends le maire de Saint-Martin-de-Vinou qui écrit aussi des choses. Je comprends les maires de la Chartreuse qui écrivent aussi des choses. Enfin voilà, c'est porté par la ville avec des enjeux qui dépassent. Donc ces sujets-là devraient globalement être portés plus naturellement dans un travail partenarial. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous parler mais c'est pas siéger tous les mois ensemble sur les mêmes bancs, dans la même majorité? Non mais en fait le sujet n'est pas de savoir, c'est un projet ville. L'Esplanade était un projet ville en 2014 quand Éric Piolle a été élu. C'est un projet ville en fait. Vous savez, c'est très simple. Quand on veut qu'un projet réussisse, généralement, on fait en sorte de mettre tout le monde autour de la table. La meilleure façon de flinguer un projet, c'est de ne pas mettre tout le monde autour de la table et ensuite d'imposer. Moi, je vous rappelle d'un projet de câble qui avait été fait à l'époque dans le dos du Vercors. On se rappelle quand même ce qu'il est devenu. Donc là, le projet de câble, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque là, il y avait quand même un large consensus. Mais ensuite, il y a eu une volte-face d'un certain nombre d'acteurs, et notamment le maire de Grenoble et les élus écologiques. Dont acte. Ça veut dire qu'il faut le reprendre, puisqu'il était bon, il était partagé largement par tous. Donc je dis simplement que, en fait, si on veut faire aboutir un projet, on le voit tous dans nos communes, hein, si on veut réussir un projet, on associe le plus largement l'ensemble des acteurs. Alors, si tout à l'heure, je vous demandais qui portait le projet de l'Esplanade entre la métropole et la ville, c'est que sur d'autres chantiers grenoblois, hein, notamment en ce moment sur l'avenue Jeanne d'Arc, où on réaménage toute l'avenue, c'est la métro qui est plutôt là à la manœuvre. On a du mal à comprendre quand l'un, quand l'autre prend en charge un aménagement urbain. En fait, ces progrès, vous avez, pourtant c'est très simple, hein, vous avez en termes de projets de grande ampleur, vous avez Grande Alpes. Vous avez la polarité nord-est autour du CHU et avec Saint-Martin-d'Air. Ça, c'est le deuxième projet. Vous avez Porte du Vercors, projet d'intérêt métropolitain. Vous avez Bastille. Ça, c'est avec la ville de Grenoble et avec l'ensemble des communes du massif de la Bastille. Et vous avez Visil. Ça, ce sont les grandes opérations métropolitaines. Donc c'est très simple. La liste, elle n'est pas très compliquée à faire pour savoir qui est le porteur du projet. Vous avez ensuite des opérations municipales qui sont portées par les villes. Esplanade à Grenoble, la ZAC des Minotiers à Pont-de-Clé, vous avez des projets à Saint-Martin-d'Air, Nerpic, vous avez des projets à Cessiné-Parisé, Fauconnières, portés par la ville. Donc vous voyez bien quand même, c'est pas très compliqué à savoir qui est le porteur de projet. En fait, c'est assez simple quand même tout ça. Et sur l'avenue Jeanne d'Arc alors? Alors l'avenue Jeanne d'Arc, en fait, globalement... Là, si je vous suis bien, ça devrait être la ville. Bien évidemment. Mais en fait, je dirais, le réaménagement des voiries, c'est un sujet que nous faisons dans les 49 communes, en lien avec tout simplement les villes. On ne fait pas un projet sans les villes. Nous ne faisons pas de projet sans les communes. Donc le réaménagement de l'avenue Jeanne d'Arc, on l'a travaillé, on l'a mené. Il y a eu des points de blocage. On a écouté... moi, j'ai reçu l'ensemble des commerçants, des habitants. On a pris un peu de temps, on a retravaillé. Je pense que désormais, ce projet, il se fera tranquillement. Vous savez, comme tout projet d'aménagement... Il faut savoir écouter, il faut savoir discuter avec tout le monde. Il faut parfois mettre un peu de l'eau dans son vin. Il faut ne pas avoir raison tout seul. Et il faut savoir entendre, ici ou là, ce qui peut être des choses extrêmement simples, hein, très concrètes. Vous voyez, sur Jeanne d'Arc, un des éléments... Alors, en plus, ça tombe bien, puisque c'est des commerçants qui habitent Pont-de-Clé. Donc, vous voyez, qui étaient venus manifester devant le siège de la métro. Oui, bien sûr, parce qu'ils avaient besoin d'être sans doute entendus. Alors après, ils ont des méthodes, pas toujours, que je trouve très sympathique. Bon, bref, essayons d'avancer sur ces sujets. Donc voilà, sur Jeanne d'Arc, typiquement, désormais, je pense que l'affaire est désormais avancée. Bon, juste à côté, il y a les travaux du siège de la métro qui, eux, sont en cours. Hein, un nouveau siège métropolitain dont les coûts sont passés en quelques années de 46 millions d'euros, c'était en 2017, je crois, l'estimation, à 108 millions d'euros aujourd'hui en 2024. 134% d'augmentation. On est loin du taux d'inflation de 20% de ces dernières années. Comment on peut arriver à une enveloppe aussi importante? Non, parce qu'on compare des carottes et des choux. Et la réalité, c'est que c'est trop facile pour l'opposition d'expliquer qu'on est passé d'une 40aine de millions à 108. Vous avez d'un côté les coûts de travaux et les coûts globaux ne sont pas passés de 40 à 108. Donc ça, il faut arrêter. C'est quoi alors les bons chiffres? On est passé de 80 à 110 et à 120. C'est ça la réalité des faits. En fait, le sujet, il est très simple. On est comptable d'un bâtiment
historiquement, qui avait une interdiction de voir ses agents quasiment depuis 20 ans d'aller travailler. Donc, vous étiez hors la loi. C'est-à-dire Didier Migaud, Marc Bayetto, vos prédécesseurs, ont permis à des salariés de venir travailler dans un endroit où ils n'avaient pas le droit de venir travailler. On dit quoi à ça? Donc moi, quand on a eu ce sujet dans le précédent mandat, avec l'accord de la vice-présidente écologiste Claire Kirkacharian, qui soutenait ce projet, je rappelle, et qui le défendait, c'était de se dire, en fait, on ne peut pas rester là. On ne peut pas laisser les gens dans une espèce de... nos agents dans un risque et tout simplement sur ce sujet. Donc on a décidé de faire un projet d'ampleur. On a étudié si on devait reconstruire ailleurs, vendre ce bâtiment qui ne vaut rien, qui est plein d'amiante. En fait, la personne qui nous l'a racheté ne nous le rachètera pas avec de l'argent. C'est nous qui devons lui en donner. Donc c'est aussi ça, il faut sortir des postures simples. J'ai vu que l'opposition aujourd'hui se présentait devant en disant c'est catastrophique, c'est pharaonique. En fait, on va intégrer 7 sites en un seul. Donc on aura 1245 agents qui vont venir travailler là. Le reste des bâtiments, on ne paiera plus les loyers. Le reste des bâtiments, on va les vendre. En fait, si on ne fait pas ce siège, on n'aura aucunement les réductions de coûts de chauffage, les coûts de fluide, etc. Donc c'est vertueux. Et puis moi, j'en ai ras-le-bol que dans cette agglomération, finalement, les élus, les uns et les autres, ou même certains acteurs privés, laissent des friches derrière eux. Ça veut dire quoi pour la suite? C'est quoi l'enjeu? C'est de dire, finalement, c'est plus bon, je laisse aux autres. C'est ça le message qu'on veut porter dans ce territoire. Donc moi, j'ai toujours dit que nous devions assumer. Ça sera le premier bâtiment public de cette envergure qui est labellisé Passive House avec des niveaux de qualité thermique parmi les meilleurs, mais parce que je n'ai pas envie de laisser une friche en entrée de ville. Qu'est-ce qui se passerait si je laisse une friche en entrée de ville? Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que Ferrari fait n'importe quoi, la majorité métropolitaine fait n'importe quoi. Et moi, j'aime bien les solutions toutes prêtes, là, qu'on sort comme ça, tic d'un tiroir. Ah, mais il faut le mettre là-bas, il faut le construire là-bas. Mais sérieusement, on l'a étudié, ça? Des coûts de construction neufs, etc. Et puis, ça n'enlève pas le sujet de la responsabilité d'un bâtiment que vous avez. Alors, certains vous expliquent que vous pouvez le vendre hyper cher, que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Vous interrogez toutes les agences immobilières, les spécialistes de l'immobilier, ils vont vous expliquer que, globalement, on ne va pas en tirer grand-chose, voire même, ça sera même négatif. Puis, globalement, il n'y aura pas grand monde qui viendra quand même acheter une verrue pareille, en fait. Alors, cette verrue est en cours de transformation. C'est pour quand la livraison, on va dire, de ce nouveau siège? 2027, sans aucun doute. Mais les travaux vont bon train et les choses font. D'ailleurs, je le dis, dans une période où le bâtiment va très mal, je dirais que les acteurs locaux, la centaine de millions, sont très heureux d'avoir un acteur public qui investit et qui fait travailler les entreprises locales quand même. Il faut peut-être aussi y penser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un discours d'un côté qui embrasse sur la bouche le BTP en disant « mais on vous aime », etc. Et les mêmes qui, à côté, ne sont pas capables de comprendre que la rénovation d'un bâtiment, dans une période aussi creuse en matière économique pour le BTP, c'est plutôt une très belle aventure. Alors un siège qu'aura vu, qu'il avait d'ailleurs avant sur le Stade des Alpes. Stade des Alpes qui appartient à la métropole, mais qui est géré aujourd'hui par les deux clubs professionnels de rugby et de football, des clubs qui remettent en cause ce mode de gestion, estimant que ça leur coûte trop cher, que vous leur demandez trop pour utiliser ce stade. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois? Je ne sais pas s'ils disent qu'ils ne veulent plus de ce modèle. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient ce modèle. Mais moins cher alors? Donc la question qui est posée, c'est comme si nous étions... Ils estiment être parmi les clubs qui payent le plus cher leur équipement. En fait, je crois qu'il faut qu'on prenne tous un peu de hauteur par rapport à tout ça. Moi, je trouve que c'est le bon mode de gestion. Moi, je vous le dis, quand le rugby jouait à Lesdiguières et qu'ils ont commencé à jouer au Stade des Alpes, parce que ce stade n'avait pas été fait pour eux, ce stade avait été fait pour le foot, on se rappelle. Aujourd'hui, ils ont tous envie de rester au Stade des Alpes. C'est un merveilleux écrin, certes, qui a coûté cher, mais ce n'est pas de ma responsabilité, qui a été payé avec des emprunts toxiques, ce n'est pas de ma responsabilité. Je ne les ai jamais signés, ces emprunts toxiques d'ailleurs, vous vous rappelez l'histoire. Mais globalement, la meilleure gestion, moi je leur avais dit, mais prenez les clés du camion. Constituer une société, c'est unique en France, ce modèle. Alors le problème, c'est est-ce que le contrat qui nous lie peut être fait comme ça, finalement, tel un accord pizza qu'on signe sur un coin de table, en se disant, écoute, je te fais tel prix, etc.
En fait, tout ceci est quand même tenu par des textes, par des règles, par la loi. Michel Savin la connaît très bien ces règles. Donc à un moment donné, nous, on ne peut pas prendre dans la gestion d'un équipement à une société privée, parce que c'est une société privée, il faut qu'elle en assume une grande part du risque. C'est à elle d'assurer la grande part du risque, c'est pas à nous. C'est ça l'inversion du truc. C'est-à-dire que peut-être dans certaines discussions, on a eu l'impression qu'on voulait plutôt faire porter totalement le risque sur la collectivité. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc moi, je suis optimiste. Après, on a clairement posé où étaient les éléments du curseur, là où jusqu'où nous pouvions aller. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Je rédige un nouveau contrat. Il est fait de façon à ce que les intérêts de la métropole ne soient pas clairement en accord avec la loi. Que va-t-il se passer? La préfecture m'emmènera au tribunal sur ce contrat. Nous avons rencontré les préfets successifs. Nous savons quelles sont les limites. Donc à un moment donné, il ne faut pas me la faire à l'envers. Il y a un cadre. Il faut rester dans ce cadre. Donc voilà ce que nous disons au club aujourd'hui. Mais moi, je suis très, très à l'aise sur ce sujet. Il n'y a aucune envie que les choses soient très claires vis-à-vis des amoureux du foot, vis-à-vis du rugby, ici, qui nous écoutent. Il n'y a pas de volonté de la métropole de tirer sur une espèce de corde vis-à-vis des clubs. Mais nous, on a juste des règles encore une fois, j'ai des règles à me conformer. Donc nous le faisons. Si ce n'est pas possible, le mode régie sera mis en place, c'est-à-dire une gestion directe par la métropole. On peut même faire 2 conventions avec chacun des clubs. J'espère qu'ils ne viendront pas me demander quand même de régler le savoir qui jouera tel jour et qui jouera tel jour. Je pense qu'ils seront des grands pour se les gérer eux-mêmes, ces sujets-là. Par contre, là, on fera payer au coût réel. Et du coup, je ne sais pas quel est le meilleur modèle pour les 2 clubs. Mais moi, je pense que le bon modèle, c'est celui-là, en tout cas. Et il a été compliqué parce qu'il a été dans la période Covid. Donc voilà, il faut avancer. Mais je suis assez optimiste sur ce sujet-là. À côté du Stade des Alpes, il y a un autre équipement important pour la métropole, c'est le Palais des Sports. Dans un état beaucoup moins récent que le stade, qui aujourd'hui est géré par la ville de Grenoble, qui se pose quand même beaucoup de questions sur l'évolution de ce bâtiment, sur son avenir. Est-ce que là, la métro pourrait, comme elle l'a fait pour certains grands équipements, intervenir, prendre en main le Palais des Sports de Grenoble? Le Palais des Sports était dans la liste des objets à étudier pendant ce mandat en termes de transfert, comme le musée de Grenoble, comme le conservatoire de musique, comme un certain nombre d'équipements aquatiques, comme le muséum d'histoire naturelle. C'est la logique territoriale que de voir ces équipements qui ont été longuement portés par la ville-centre venir vers la métropole et avec une forme de compensation, tout simplement pour le poids de charges que la ville-centre a porté. C'est ce qu'on a fait sur la MC2 avec Grenoble. C'est ce qu'on a fait avec l'Hexagone, avec Mélan. Donc, globalement, de ce point de vue-là, les règles sont claires. J'ai proposé par 2 fois, par courrier au maire de Grenoble, de transfert d'équipement pendant cette mandature. J'ai eu une réponse négative. Moi, je le regrette. Je pense que ça aurait, sans aucun doute, permis d'alléger aussi les charges sur la ville de Grenoble et de donner une nouvelle dynamique à l'équipement dans une affaire métropolitaine. On voit d'ailleurs que chaque fois qu'on reprend des équipements, on injecte beaucoup plus d'argent que les communes qui les transfèrent. Et on met beaucoup plus de dynamique et on entraîne aussi les autres acteurs à être plus généreux sur les budgets de ces équipements. Donc là, la balle est dans le camp de Grenoble pour le Palais des Sports. Bien sûr. Un Palais des Sports qui a connu ses heures de gloire au moment des Jeux Olympiques de Grenoble en 68. On va, dans les Alpes, connaître de nouveau cette ferveur olympique en 2030. Alors Grenoble est pour l'instant un peu rayé de la carte de ces Jeux. Vous avez proposé, Christophe Ferrari, au comité d'organisation d'accueillir la cérémonie d'ouverture de ces JO de 2030 ici sur notre territoire. C'était une boutade ou c'était une proposition à laquelle vous avez apporté un peu de crédit? Non, c'est pas une boutade, c'est très sérieux. Je l'ai dit à Fabrice Pankouk, je l'avais dit à Laurent Wauquiez. En fait, nous, on est disponible. C'est-à-dire que, en fait, puisque c'est une logique alpine, il est quand même compliqué que la capitale des Alpes ne soit pas au cœur de ce dispositif. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre cela. Pourquoi y a-t-il un trou là au milieu? Donc, nous, on s'est dit, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire via un de nos équipements, il y a zéro souci. Accueil de manifestations. Si c'est le curling, ça sera le curling. Que voulez-vous que je vous dise? Mais en fait, moi, j'ai très bien le curling. Mais bien évidemment, moi, j'ai pas de souci. Mais moi, je ne comprends pas que, alors qu'on est dans une période extrêmement compliquée financièrement,
on voit bien qu'il y a besoin de trouver une durabilité pour ce que l'on fait. Pourquoi est-il nécessaire de construire un équipement ailleurs, rien que pour ces Jeux Olympiques? Et quand on arrive à dire que finalement les Jeux de 2030, peut-être qu'on va aller dans d'autres pays, peut-être qu'on va aller ailleurs, en fait, moi, j'amène juste du bon sens. Donc j'ai proposé... Ils vous ont répondu? Non, toujours pas à ce stade, mais nous sommes toujours là. Encore une fois, si on peut être utile. En fait, la métropole, vous avez compris, c'est faciliter le consensus collectif. Nous, notre but, c'est d'essayer de trouver le consensus, trouver les compromis. Si on peut être un des acteurs du compromis modeste, ben on y sera. Donc voilà. Surtout qu'on a déjà accueilli des événements de grande portée, patinage, foot, j'en passais des meilleurs. Donc on sait faire. Donc je dis, nous sommes là. Voilà, le message est repassé. Si jamais Fabrice Campagne-Cook ou Laurent Wauquiez ou ses équipes nous écoutent. Puisqu'on parle de Jeux Olympiques, Champs-Rousse, la station, se questionne en ce moment sur son avenir, sur son intégration ou pas à la métropole ou Grésivaudan. Pour une intégration éventuelle à la métropole, vous y êtes favorable? La métro a déjà une station de ski dans son giron, c'est le col de Porte, qui est un petit domaine de ski alpin et un domaine de ski nordique. Bon, écoutez... Madame la maire de Champs-Rousse a décidé d'engager une consultation sur 3 questions. Rester dans le Grésivaudan, aller dans la métropole, ou faire sa vie toute seule. Et de faire remonter la station à l'intercommunalité. Moi, j'ai présenté ça à la conférence des maires pour que tous les maires soient informés. C'est un projet du prochain mandat. S'il y a un vote là, qu'est-ce qui l'engagera dans celle ou celui qui sera élu maire de Champs-Rousse demain? Moi, je pense qu'il est urgent d'attendre. Moi, j'ai toujours été, je vous le dis très clairement, j'ai toujours été pour la stabilité des périmètres intercommunaux. Je considère qu'on a atteint le bon niveau. En fait, donc on ne va pas les chercher un peu plus loin. Non, on a d'autres façons de travailler entre nous. Regardez le SMAG, Voironnais, Grésivaudan, Métropole aujourd'hui. Ça, c'est le grand jeu des déplacements de ce mandat. C'est la grande réussite de ces déplacements. C'est d'avoir créé une échelle qui n'a jamais été atteinte. Et on est la première échelle française après la région parisienne. Il faut quand même se le dire, quand même, qu'il y a des choses qui réussissent comme ça. D'avoir un ticket qui vous permet d'aller de Crolles à Échirolles et demain à Voiron, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc je dis, la coopération entre les territoires, c'est la clé de tout. Donc moi, je l'ai dit au président Henri Bell, que moi, je suis demandeur de rien, côté métropole. Vous savez, c'est la meilleure façon de foutre la zizanie sur tout. Quand on dit, parce qu'on en enlève un, on le fait venir à l'autre, et puis la métropole, c'est pas un guichet, quoi. C'est un projet de territoire. Donc on ne peut pas venir simplement en disant « je veux construire tel équipement demain, ceci ». Donc écoutez, il y a de l'eau qui va couler dans le Drac, dans l'Isère, dans la Romanche, et on y verra un peu plus clair lorsque on aura atteint le prochain mandat. Et cette semaine, vous avez fait une conférence de presse, Christophe Ferrari, sur la gestion de la clinique mutualiste à Grenoble. En quoi ce sujet concerne votre collectivité? Nous avons intérêt à agir depuis 2019. D'ailleurs, tout le monde, beaucoup s'interrogeait pourquoi j'avais décidé à l'époque de porter le fer contre, je dirais, une forme de hold-up qui avait été opérée par Bernard Ben Saïd et son groupe sur la clinique mutualiste, qui est un joyau territorial, qui est un objet où tous les métropolitains y sont passés, pour X ou Y raisons, parfois heureuses, parfois malheureuses, puisque c'est aussi ça la vie. Et moi, j'ai décidé qu'on ne pouvait pas tout simplement brader un patrimoine comme celui-là. Donc aujourd'hui, on est dans 4 contentieux. La justice nous a dit que nous avions intérêt à agir sur ces sujets-là. Donc nous sommes bien placés parce que nous sommes compétents en matière de santé, quoi qu'on en dise. Et puis parce qu'on considère que si demain il arrivait malheur au GHM, ça serait contre les intérêts de ses habitants de cette métropole. Donc nous sommes ensemble avec la ville sur ce sujet. Nous défendons les intérêts en commun des Grenoblois et des métropolitains parce que tout simplement c'est aujourd'hui complètement nécessaire. Nous verrons, il y a des administrateurs judiciaires qui font un boulot remarquable, qui ont permis au GHM de ne pas sombrer. Et nous essayons déjà de nous projeter dans un avenir. Bernard Ben Saïd est engagé dans des procédures judiciaires au plus haut niveau, dans une espèce de nébuleuse tentaculaire de son groupe, avec différentes interactions dont tout le monde se perd d'une certaine façon. Mais il est de ma responsabilité, vous voyez, que sur ces grands enjeux, c'est ça le rôle de la métropole aussi, hein. C'est à un moment donné de dire qu'il y a des choses qui nous dépassent, je dirais, nos petits périmètres. Donc moi, j'ai écrit à Yannick Noder pour lui demander aussi d'intervenir sur ce sujet. Il l'avait dit à l'occasion de ses vœux à la préfecture. Le directeur de la sécurité sociale, parce que je pense que
Là, on est en train, une nouvelle fois, le groupe AVEC est en train de nous faire un petit tour de passe-passe pour se maintenir aux mains du GHM. Et il serait vraiment temps qu'on sorte de cette approche toxique aujourd'hui que nous avons sur cette clinique mutualiste. Parce que nous voulons conserver ce terme qui a du sens dans ce territoire. Bon, je suis content d'arriver à la fin de cette émission et d'avoir trouvé un sujet où vous êtes en face avec la ville de Grenoble. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est caricatural parfois de dire cela. Je vous le dis, c'est caricatural. On a trouvé un accord sur Grenoble Habitat. Rappelons-nous. On pourrait les lister aussi peut-être. Faites-le d'ailleurs. Vous verrez. En tant qu'homme de gauche, vous soutiendrez la liste de gauche sortante de cette majorité grenobloise pour les municipales 2026 ? Je ne suis pas dans les élections et j'ai un principe qu'à ce stade, je ne rentre pas dans les jeux municipaux. Mais à ce stade, aujourd'hui, une fois que la campagne électorale aura démarré, je rappelle que j'appartiens à un parti politique, désormais, et qui m'engage. Voilà, et j'ai toujours de solides amitiés chez les socialistes, mais pas que. On voit Amandine Germain, qui effectivement a été choisie par le PS pour être la chef de file des socialistes au municipal à Grenoble. La campagne est lancée, en tout cas au niveau des collectifs. Il n'y en a pas moins de 5 qui ont été recensés à gauche. On a compris que vous ne vouliez pas pour l'instant vous positionner. Éric Piolle, lui... Parce qu'on ne sait pas qui sera candidat, d'ailleurs, pour la On commence à avoir une petite idée. Éric Piolle, lui, on sait qu'il ne sera pas candidat. Et il flèche clairement Laurence Ruffin, qui est une chef d'entreprise de Saint-Martin-Lac. Vous connaissez, puisque vous l'avez rencontré. J'ai les images qui font foi dans son entreprise. C'est un bon profil pour prendre la mairie d'une ville comme Grenoble, un chef d'entreprise ? Aujourd'hui, il y a un trio. Et en fait, je trouve que c'est particulièrement... je trouve désagréable, alors qu'il y a un trio qui a été choisi, de considérer qu'il y en a une qui déjà, finalement... Moi, je laisse celles et ceux qui doivent choisir le soin de choisir. Voilà. Vous avez Margot Belair, qui est une élue grenobloise qui est présente. Je ne suis pas toujours d'accord avec Margot, mais elle fait des choses aussi... Et puis, vous avez Lucille Lheureux. Donc, à un moment donné, moi, je ne suis pas là pour choisir à la place de ceux qui doivent choisir. Votre nom, Christophe Ferrari, a été testé dans un sondage quelques mois. On n'a pas eu le résultat de ce sondage, mais les Grenoblois ont été questionnés et on leur demandait notamment parmi les potentiels maires de Grenoble si Christophe Ferrari pouvait revendiquer ce poste. Ça pourrait vous intéresser, la mairie de Grenoble ? Ça réglerait peut-être certains dysfonctionnements entre la ville-centre et la métro ? Non, mais en fait, moi, je ne me pose pas ces questions comme ça. D'abord, j'ai été très touché que je puisse être sondé, parce que, de fait, j'ai une forme de légitimité aujourd'hui en tant que président de la métropole, mais j'ai toujours défendu les intérêts des Grenoblois dans ce mandat, que les choses soient très claires. Il y a eu plus d'argent posé sur les projets urbains que ce qui était imaginé en début de mandat. Il ne faut pas l'oublier. En fait, moi, je veux dire, toute l'action quotidienne... Elle a été, moi j'ai très clairement voulu, et avec les vice-présidentes et les vice-présidents, il n'y a jamais eu d'aucune façon que Grenoble soit lésée dans ces différends qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Nous devons être au-dessus de tout ça. Et moi, je l'ai été en tant que président de la métropole de façon très claire. Donc voilà, écoutez, nous verrons bien ce que sera la séquence politique. Vous savez... Vous ne dites pas non quand même à cette hypothèse. Moi, je suis... En fait, vous me connaissez à force quand même. Moi, j'ai quand même une forme d'attachement. Quand je dis que je n'aime pas trop les parachutages, vous devriez quand même comprendre que globalement ce que ça veut dire. En Pont-de-Clé à Grenoble, on n'y va pas en avion, on peut y aller à pied. Donc là, on n'a plus besoin du parachute. À Grenoble, d'une certaine façon, on pourrait se poser aussi la question. Mais encore une fois, moi, ma ville, c'est Pont-de-Clé. J'y suis quasiment né. Je suis né en Matésine. J'ai grandi à Pont-de-Clé. J'ai fait toute ma vie à Pont-de-Clé. Donc mon groupe scolaire, c'était la maternelle Île-de-Mars, l'élémentaire Île-de-Mars, le collège Île-de-Mars. Certes, j'étais au lycée des Eaux-Claires à Grenoble. Donc, moi, je me considère comme effectivement un Grenoblois. Mais ma terre d'élection, c'est Pont-de-Clé, naturellement, mais logiquement. Mais si vous voulez me poser la question si je suis candidat à Pont-de-Clé, ma position n'est pas faite à ce stade parce que je considère qu'on a encore plein de choses à faire. Et je peux vous assurer que, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet des habitants. Et l'envie de Christophe Ferrari de rester président de la métropole pour les 6 prochaines années, ça, vous devez forcément y penser. C'est quelque chose d'impliquant, il faut en avoir envie. Je pense que pour être président de la métropole, il faut être un homme de compromis. Il faut trouver des compromis, il faut chercher les compromis. L'intercommunalité, c'est l'équilibre.
Et il faut être dans la recherche des solutions. Mais il faut parfois aussi défendre les intérêts de la métropole contre des intérêts particuliers de certaines communes. Je l'ai fait vis-à-vis de Grenoble, lorsque je n'étais pas d'accord avec l'évolution de Grenoble Habitat. Parce que c'était ma conviction profonde. Ce n'est pas parce que j'étais opposé à la proposition d'Éric Piolle. Nous étions d'accord, d'ailleurs, au départ, sur le modèle pour Grenoble Habitat. Cette question-là nécessite quand même, et cette fonction-là nécessite à la fois de la robustesse, mais aussi de la souplesse. Il faut avoir cette capacité-là. Donc écoutez, nous verrons tout cela. C'est beaucoup trop tôt pour évoquer ça. Vous savez, on a quelques petits sujets sur la table, et nous verrons bien. Vous avez assez d'expérience pour savoir qu'à moins d'un an d'une municipale, les candidats potentiels sont déjà quand même en train de préparer le terrain. En tout cas, mes oreilles, effectivement, entendent beaucoup de bruissements. Ça fait partie du jeu. Comme je dis souvent à ceux qui y pensent, et ça, c'est pas moi qui le disais, c'était Didier Migaud qui le disait, il faut d'abord se faire élire dans sa commune avant d'imaginer quelconque sujet. On se rappelle quand même que... Marc Bayetto, notamment, qui avait effectivement... Donc, moi, j'invite tout le monde à se concentrer sur leur commune avant déjà de faire des plans sur la comète à d'autres endroits. Voilà, qui était votre prédécesseur, qui était maire d'Esbins, qu'on voyait bien reconduit à la tête de la métropole, mais qui effectivement n'a pas été élu maire d'Esbins. Je ne sais pas si elle se présentera à Esbins. Je crois que c'est sa commune de résidence, Cyrielle Châtelain, qui est députée écologiste, qui sera notre prochaine invitée. Vous connaissez bien Christophe Ferrari, puisqu'elle a été votre collaboratrice. Elle a été surtout très, très active dans le dossier Vancorex et je voudrais vraiment la remercier très, très chaleureusement parce que Cyrielle Châtelain est députée. Elle a eu dans le passé, elle a eu des missions, mais je ne veux pas qu'on la présente comme la collaboratrice parce que je trouve que c'est une façon de considérer les femmes comme les collaboratrices d'eux et ce n'est pas ma façon de penser. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est dans d'autres cercles. Mais en tout cas, pour moi, elle a été une formidable députée écolo sur la question de Vancorex. Et je la remercie extrêmement chaleureusement avec tous les autres. Elisa Martin, Sandrine Nosbé, Marie-Noëlle Battistel, Camille Gaillard-Minier. Je voudrais juste le dire quand même, parce que toutes ces personnes-là ont été au cœur quand même du dispositif local. Alors, Cyrielle Châtelain qui sera donc notre prochaine invitée. Et je vais vous demander de regarder la caméra en face de vous et de lui poser la question que vous souhaitez. Chère Cyrielle, en tant que présidente du groupe écolo à l'Assemblée nationale, quelle position allez-vous exprimer sur les zones à faible émission lors des débats nationaux ? Il y a des expériences locales, ici à Grenoble et ailleurs. On attend, nous, ici, de la clarté. On n'en a pas eu assez jusqu'à maintenant. Donc la question, c'est sommes-nous dans la liste des métropoles devant mettre en place ou maintenir une ZFE ou non ? Et par pitié, pas de liste, pas différents types de listes entre ceux qui oui, entre ceux qui peut-être, entre ceux qui veulent. En fait, on a besoin d'une place de l'État aujourd'hui qui est très forte. Merci beaucoup. Et ben voilà, Cyrielle Châtelain vous répondra dans la prochaine émission. Merci d'être venu dans le QG politique de Télé Grenoble. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en ligne sur télégrenoble.net, rubrique QG politique.